Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut. Alors, j'installe correctement le retour son. Je mets tout comme il faut. Là, je bouge le clavier parce qu'on va éviter de marcher dessus, ça va faire des lettres un peu bizarres et on n'est pas des chats. On nous entend bien, nous? Ça va? Normalement, on vous entend bien. Ah. Bon. Voilà. Voilà. Il faut juste que je mette un tout petit peu plus fort quand même pour le retour son. Voilà, on Voilà. vous entend. Donc, du coup, Naya est avec vous. Vous avez un petit retour caméra en bas qui vous permet de voir. Donc, désolé, ça tangue un peu. Il y a de la grosse mer ce soir. Voilà. Et sinon, du coup, l'image est directement celle qui sort du flux visiteur. Donc, vous pouvez l'ouvrir à côté si vous voulez avoir un petit peu les deux visions d'un seul coup. Voilà. Mais il faut absolument couper le son. Et voilà. Bon, je vous laisse avec Naya le temps d'installer le spectacle de Siegfried à côté. Non, bouge pas, sinon ça tombe. Voilà, tu nous rejoins un petit peu après. Ouais. J'ai le temps de... Je bouge. Voilà. C'est cool. Bon, moi, je suis contente de vous avoir de l'autre côté. C'est chouette. Nous aussi. C'est sympa. Et donc voilà, aujourd'hui on a parlé, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, on a pas mal parlé de réfléchir. Oui. On a pas mal aussi parlé de cette... enfin, j'ai beaucoup parlé aussi de cette conversation qu'on va avoir ce soir. On a reçu tout à l'heure Lionel Morel de la Quadrature du Net. Et du coup, on essaie de replacer un petit peu le plaisir qu'on prend à être sur Internet et de le mettre en perspective de ce qui est en train de se passer d'une certaine manière un peu contre nous et que le plaisir n'exclut pas le fait de réfléchir. Et que ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer des discussions qu'on a. Et voilà. Et réfléchir n'exclut pas non plus le plaisir. Bien sûr. Voilà. Et donc voilà, on va un petit peu... en fait, je me demande s'il ne vaut pas mieux que vous présentiez vous-même votre démarche dans le sens où je dirais peut-être moins les mots justes que vous. Mais D'accord. Je peux le faire si tu veux. Mais Non, on peut le faire, hein, tout à fait. Non, le hacking social, alors notre démarche qui a déjà un an et demi à peu près. Alors qu'est-ce que le hacking social, pour l'expliquer rapidement? Qu'est-ce qu'il y a de hacking? On est parti de cette idée, donc la philosophie du hacking. Le hacking, je vais vulgariser un petit peu, matériel, informatique. Il s'agit avant tout de comprendre un système, de le démonter, de le bidouiller, éventuellement de le détourner, soit pour expérimenter, juste par curiosité, par plaisir, pour l'améliorer, pour débrider aussi, si on est face à un système où on est un peu cloisonné et on ne peut pas trouver, avoir les possibilités face à nous. La philosophie du hacking, c'est un petit peu ça, qui est très vaste, qui n'est pas seulement dans le domaine informatique, matériel, etc. Et nous, dans le domaine social, cette philosophie-là, donc cette philosophie du hacking, dans le domaine social, on essaye de voir, dans cette idée de comprendre les structures, alors les structures sociales, ce qu'on peut faire, donc une réflexion, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Alors structure sociale, c'est-à-dire dans les relations, dans la possibilité que chacun puisse s'affirmer, échanger, etc. Dans ces structures, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que parfois les structures sont plutôt favorables à ces différentes possibilités individuelles ou en groupe? Ou au contraire, est-ce que parfois les structures, sans raison, sans légitimité, n'ont pas tendance à nous brider? C'est-à-dire avec des stéréotypes, avec des processus de domination, ou par exemple quand on est, je sais pas, dans une structure quelconque, mettons dans une entreprise, pour être très concret, on est complètement écrasé, il n'y a plus aucune possibilité de s'investir dans ces structures, d'être soi-même, parfois on est complètement aliéné, et voilà, donc on essaye concrètement, au plus bas niveau, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire d'une part pour comprendre ces structures, puisqu'elles sont plastiques, il n'y a pas forcément de modèle, quoique parfois
il y a problème justement quand on est dans une structure qui a été complètement calculée, cloisonnée, ce qu'on va appeler structure rationnelle. Là, il y a problème. Normalement, les structures, elles se forment comment? Elles se forment par des rencontres, par des individus qui vont, je sais pas, créer un projet, éventuellement s'organiser, mais on n'est pas du tout dans un calcul, sauf peut-être l'organisation, mais ça reste tout à fait légitime. Nous, on parle bien des structures illégitimes, où on va avoir dans un processus de dominant-dominé, hiérarchique ou autre, parfois des choses malheureusement que l'on connaît que trop bien, le harcèlement moral au travail. Les gens se font complètement écraser, ont l'impression d'être isolés. Et donc c'est une structure qui non seulement les bride, mais les détruit parfois aussi. Donc la réflexion que nous avons, les questionnements que nous nous posons, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, soit tout seul, parce que justement ces gens qui sont isolés, parfois ils ont du mal à échanger avec d'autres, à essayer ne serait-ce de dire j'ai besoin d'aide, puisque parfois ils sont complètement écrasés, qu'ils n'osent même plus, parfois ils ont honte. Donc ces personnes-là isolées, qu'est-ce qu'elles peuvent faire peut-être, et aussi ceux qui ne sont pas forcément isolés, et ceux qui peuvent voir qu'un individu dont cette structure-là est complètement écrasée, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour que ces structures n'écrasent pas l'individu, comme les quelques exemples qu'on vient de donner dans les entreprises ou autres. Je prends l'exemple de l'entreprise parce que là c'est très concret pour le coup, pour qu'on puisse bien comprendre. Donc voilà, le hacking social c'est ça, c'est un peu comme on essaye de comprendre un logiciel, de le détourner, de le débrider, etc. Eh bien dans la société, au niveau des relations, au niveau de ces structures rationnelles, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pacifiquement, c'est important, sans être dans un rapport de force systématique, puisque lorsqu'on essaye de bouger les choses, malheureusement, c'est un rapport de force. Parfois, c'est nécessaire quand il n'y a plus de dialogue, mais d'autres fois, ça ne fait qu'envenimer les choses. Donc, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres alternatives? Voilà, donc, de façon un peu disparate, pour présenter rapidement le hacking social, c'est un petit peu... c'est un petit peu dans cet état d'esprit que l'on est. Voilà. Alors moi, on a en plus beaucoup parlé cet après-midi du fait de effectivement déconstruire, mieux comprendre et pour pouvoir faire ses propres choix. Là, on vient de parler aussi de faire cela pour pouvoir dégager le talent qu'on peut avoir pour interagir avec les autres. Voilà, trouver son propre talent quand on est créateur, par exemple. Et ce qui est intéressant dans votre démarche à tous les deux, c'est que vous donnez des clés de compréhension. C'est-à-dire que on est effectivement, les internautes, on est quand même très très doués pour dire j'assume mes passions et défendre ce propos qui peut éventuellement finir par de toute façon je t'emmerde, je fais ce que je veux. Et ce qui est intéressant, c'est que vous donnez des clés qui permettent d'étayer justement cette démarche. J'aurais tendance à dire toutes les vidéos donnent des clés. Bon, la dernière, c'est effectivement sur le grand méchant monde, qui est un sujet que les internautes évidemment ont en tête, mais jusqu'où ça va? C'est un petit peu, en fait, quand tu parles, c'est un petit peu comme quand on parle de mécanique quantique ou quand on parle d'infini, c'est-à-dire que il y a ça, et puis ça entraîne ça, et puis ça entraîne ça, et puis j'avais pas vu que c'était infini, et puis j'avais pas vu en fait que c'était un mouvement plutôt qu'un point. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça permet vraiment, par exemple, les verres d'oreille, tu vois, ça c'est quelque chose que je connaissais pas. Par contre, le fait de m'en servir, ça j'avais pigé déjà ce truc-là, et surtout m'en débarrasser parce que c'est horrible. Et je savais pas quel était le processus à l'œuvre, et c'est clair que quand tu décris, quand tu appuies le propos par des faits sociologiques, voilà, il y a un côté ah mais oui, mais c'est bien sûr, je savais pas, et ça permet d'aller encore plus loin. Voilà. Et c'est vrai que le hacking, et là on ne parle pas que de fichiers, effectivement, le hacking, ça va aussi
pour détourner tout ce qu'on a sur la main, sous la main. Ça va pour des meubles, ça va pour de la récup, ça va pour plein de choses en fait. Et bon, ça, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent ça, mais pas forcément que ce soit. On a un plus vaste public. C'est une démarche particulière. J'ai des outils, j'en fais quoi? Et ils vont me permettre de faire quoi? Voilà. Et en fait, j'aurais tendance à dire, mais je regrette qu'on n'ait pas plus. J'ai l'impression d'avoir une vraie bibliothèque à ma disposition pour dire, mais vas-y. Enfin, j'ai envoyé plein de gens, j'arrête pas. Mais ouais, vas-y, là tu vas comprendre. Mais y compris des gens qui sont depuis longtemps dans un comportement qu'ont décidé eux d'aller réfléchir, d'aller déconstruire la norme qui ne les intéresse pas ou dans laquelle ils se sentent mal, qui décident aussi maintenant, au-delà de ça. Je ne sais pas si on pourrait dire de créer notre norme, mais secret et liberté, oui. Voilà. Et disons que l'idée, c'est qu'une société n'exclut personne et que c'est une machine, au bon sens du terme, j'en sais rien, mais que c'est quelque chose qui est en fonctionnement et qu'elle peut éventuellement broyer quelqu'un. Par contre, elle n'exclut personne, parce que et ceux qui se sentent exclus parmi les gens qui créent ou les gens qui réfléchissent sont justement ceux qui empêchent qu'elle casse. Parce qu'une machine qui reste immobile, elle casse tout de suite. De fait, quand on imagine suivre les conseils de quelques vieux troupeaux de cons, on donne pas 10 ans à une société avant d'imploser en fait. Voilà. C'est là où tu donnes des clés en fait. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire en fait. On essaye non seulement, premièrement peut-être d'essayer d'ouvrir quelques pistes de réflexion sur des sujets qui sont parfois connus, d'autres un peu moins, d'essayer de donner des clés, des astuces, des petits conseils, pas parce qu'il y a des solutions magiques, pas parce que voilà, il n'y a pas de formule, on n'est pas du tout dans cette optique, voilà comment ça fonctionne et voilà comment faire pour réussir. Alors là, pas du tout, puisque là, dans ce cas-là, on tombe dans cette idée que tout est figé et que non, c'est au contraire, tout ça est mouvant et plastique. Et donc, je pense que c'est important, non seulement d'ouvrir des pistes de réflexion, mais aussi de dire c'est possible de faire quelque chose avec. Voilà, on n'est pas dans de l'abstraction, c'est la vie de tous les jours. Quand on veut changer quelque chose ou quand on veut détourner quelque chose, soit parce qu'on est engagé ou soit tout simplement par curiosité, pour tester, par plaisir ou autre. Voilà, pas besoin de proclamer révolution, etc. Soi-même ou avec ses proches, vraiment tout en bas de l'échelle, puisqu'on est tout en bas de l'échelle, avec ces petits moyens, on peut déjà faire des petites choses, ne serait-ce qu'en prenant conscience parfois de ces déterminants. Rien que ça, juste en prendre conscience, c'est déjà une première étape. Et après, alors si on peut apporter des clés, on essaie de le faire, et on essaie surtout aussi de dire à vous aussi de fabriquer vos clés, non seulement parce que effectivement, ce n'est pas rigide, tout ça, ça évolue, il s'agit aussi d'une certaine autonomie, de retrouver chacun son autonomie, c'est développer les réflexions, peut-être de voir, bah non, effectivement, peut-être que je peux faire autrement. Voilà, c'est surtout ça, on essaie de donner, nous, des clés, mais on ne garantit pas qu'elles fonctionnent forcément, on veut juste dire, faites vos clés aussi à vous, voilà, et que déjà, des prises de conscience, ou la volonté, ne serait-ce que la volonté de prendre conscience, c'est déjà le premier pas. C'est déjà, on a déjà franchi, on est déjà allé de l'autre côté déjà, on a déjà pris du recul. C'est sans doute, voilà, s'il y a ça, c'est déjà beaucoup prise de conscience. Voilà, et c'est marrant parce que tu as beaucoup parlé donc du fast-food où personne n'aime manger. Oui. Ou ce que c'est pas bon en fait. Et c'est marrant parce qu'ici on est dans une rue où on a un choix incroyable. On peut manger de tout, on peut même commander. Et ce que je vois, c'est qu'à côté il y a un kebab, donc la majorité de l'équipe mange kebab, et les autres, ne sachant pas, étant perdus, sont allés au machin là-bas qui fait pas bon cher. Ils y sont allés parce que c'était simple et que c'était un nom qu'ils connaissaient. Mmh. Oui.
Voilà. Ça. Et là, on a mieux. une preuve. Moi, pour moi, je me marrais parce que voilà, on a vraiment un sujet de voir à quel point ça impacte au-delà de la volonté de chacun. C'est-à-dire que passer par-dessus, ça devient réellement, je ne sais pas le bon mot, puis je suis un peu fatiguée, donc je vais dire des bêtises, mais un acte extrêmement volontaire. Voilà. À défaut de trouver un meilleur mot, parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et en plus, dans l'équipe, il y en a plein qui râlent, y compris l'invité que j'ai reçu tout à l'heure, en l'occurrence Mathieu Sommet, genre, non mais plus jamais je travaillerai dans ce machin-là. Ça, c'est marrant. Donc c'est triste, mais c'est pas grave, parce que nous, on s'en rend compte, donc on ira le transmettre aux autres. Mais ce conditionnement, même quand on est des gens qui aimons déconstruire, ce qui est souvent le cas quand même dans les internautes, par jeu, je dirais, par jeu, par plaisir de goûter un autre plaisir. Même là, il y a des choses qui sont extrêmement ancrées. Et si nous arrivons à nous débarrasser de la peur, l'aspect grand méchant monde, ça qui nous fait bien marrer. De fait, une partie de la culture geek consiste à aller sur les sites conspirationnistes pour rigoler un peu. Oui. Il n'empêche que si ça, on arrive à y échapper, et ben, il n'empêche qu'il y a d'autres choses auxquelles on n'arrive pas à échapper. C'est-à-dire qu'on peut aller encore plus loin, beaucoup plus loin, même quand on est déjà... on a déjà été soumis à des réactions par rapport à nos comportements, où on a déjà dû dire « je m'en fous, j'assume ». Voilà. Et donc là, il y a vraiment un énorme travail à faire sur ça. Alors, il y a une autre chose qui a interpellé pas mal notre équipe, c'est que les Parisiens de notre équipe ont vécu quand même quelque chose, enfin, comme toute la France, et plein d'autres gens, un événement qui est quand même vachement dramatique. Voilà, il y a une dizaine de jours. Il se trouve que dans l'histoire Charlie, par exemple, il y a la première bagnole qui a été abandonnée. En fait, elle a été pas loin de là où on est en ce moment. On avait des copains qui étaient beaucoup dans l'équipe, qui se sont retrouvés à un moment ou à un autre pris dans les actes policiers, pris dans l'histoire elle-même, etc. Et en fait, on a vu de près la mécanique qui s'est mise en place et qui était absolument passionnante. Évidemment, on a été, bien entendu, vachement touchés par ce qui s'est passé. Bon, voilà. Parce qu'il s'agit de libres penseurs, et ça, les libres penseurs, voilà, on n'y touche pas aux libres penseurs. Mais on a vu chez les gens... voilà, l'analyse de la peur, le comportement policier, etc., etc. Enfin, c'était vraiment sociologiquement, malheureusement, bien entendu, sociologiquement vachement important de réfléchir dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, on a vu que nous tous, gens ayant tendance à vouloir justement refaire les choses, repenser sa vie autrement, on s'est mis en retrait par rapport au mouvement parce qu'on était, quand la norme s'est appliquée à ce qui se passait, on a trouvé que l'émotion s'en allait. Oui. Je ne sais pas comment dire, mais l'émotion pure, elle était plus. Il fallait l'avoir fait, et je ne suis pas contre le fait que plein de gens, même des faux culs, on s'en tape en fait. Soit descendu dans la rue, c'est pas ça le truc. Mais j'avais pas envie de partager ça avec mon assassin de voisin chasseur, par exemple. Et pourtant, il y était peut-être, j'en sais rien, je veux pas le savoir. Mais n'empêche que je me sentais seule de ça. Et on a été beaucoup à dire on se met en retrait des réseaux sociaux, etc. parce que c'est too much. Oui, il y a eu une escalade. Voilà. Ouais, c'est vrai, à partir du moment où l'émotion est sincère et spontanée, dès qu'on va commencer à essayer de la normer, pour le coup, cette spontanéité, cette sincérité, là effectivement, paraît moins...
je fais attention à ce que je dis, puisque sur le mouvement qu'il y a eu dimanche, il y avait beaucoup de monde, de gauche, de droite, qu'importe. Il y avait sans doute tout le monde qui était animé sans doute par un élan sincère, une émotion. Ça, c'est indéniable. Il y avait de tout. Voilà, il y avait de tout. Donc, mais effectivement, après, c'est ne pas pour autant être trop froid, trop dans la norme, et être aussi dans un moment où cette prise de recul, cette réflexion, bon, de regarder ce qui se passe aussi. Enfin, nous on n'était pas à Paris, on était loin d'ici, mais on a suivi par contre de la seule manière dont on pouvait, par les médias. Et voilà, non mais tout le monde. En ce qui me concerne, voilà, puisque finalement, qu'est-ce qui peut nous connecter à ce qui se passe, ce qui s'est passé mercredi, puis tout le déroulé de jeudi jusqu'à vendredi, c'était les médias, on a principalement. Vu ça a été tout de suite normé en fait. Voilà, oui. Ah oui, et ça a été très loin. Non seulement je suivais les actualités pour savoir ce qui se passait, mais je suivais aussi la manière dont les médias présentaient les choses, et c'était, on voyait à la fois quelque chose de spontané, un suivi de ce qui se passait, et en même temps on avait des experts qui venaient déjà sur les plateaux. Je suivais particulièrement BFM TV, non pas par goût, mais parce que forcément j'aime bien voir eux ce qu'ils disent, eux, et qu'est-ce qui se passe de leur côté. Ils ont donc leur expert qui arrive. Il y avait un expert, je ne connais pas le nom du tout, je ne connais pas trop le monsieur, j'ai juste écouté ce qu'il a dit pendant ces 3 jours, puisqu'il est resté pendant 3 jours. 2-3 heures après ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, on était déjà, donc l'expert était déjà à parler comme si le discours était rodé dès le départ, du problème des banlieues. Bon. Donc voilà, il y a un moment, donc comme je le disais, entre d'un côté la spontanéité, ce qui se passe, l'émotion, et de l'autre les experts qui arrivent déjà avec leur c'est le débat en fait. Oui. Ah ouais, et je pense on est très attentif en ce moment, notamment suite à la vidéo du syndrome du grand méchant monde, à ce qui se passe en ce moment de ce côté-là aussi, d'où la nécessité du recul, de la réflexion. Réflexion ne signifie pas non plus la défiance absolue, et là on arrive totalement dans le syndrome du grand méchant monde, puisque c'est le paradoxe. Dans notre vidéo, pour revenir au syndrome du grand méchant monde, certains qui ont vu la vidéo nous ont dit du coup on fait plus confiance aux médias. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Attention, c'est pas ça, parce que si on fait plus confiance à rien du tout, c'est le syndrome du grand méchant monde aussi. Voilà. Il faut recouper ces infos tout le temps. C'est le juste milieu. Un équilibre. Voilà, c'est le juste milieu, c'est l'équilibre, c'est de garder à l'esprit que les médias, par nature, c'est une médiation. Voilà, c'est une médiation entre éventuellement des actualités, mais nous aussi. Donc, ça suppose que le média traite une information, mais nous devons aussi traiter l'information que le média nous envoie. Voilà. Après, on la digère. Voilà. Et le problème de la surinformation aussi, qui accélère non seulement le temps, puisque lorsqu'on suit les actualités, lorsque l'on suit les événements à travers les médias, qu'est-ce qui va déterminer notre rapport au temps? Ça va être l'information. C'est-à-dire que ce ne sont plus les aiguilles d'une montre maintenant, hein, c'est l'information qui détermine le temps. Lorsqu'on a ce surplus d'informations, et lorsqu'on a aussi cette idée que de toute façon il n'y a plus le temps de prendre du recul, de toute façon il n'y a pas le temps, l'actualité continue. Là, la prise de recul, la bouffée d'oxygène nécessaire pour digérer, oui, c'est difficile, et nécessaire pourtant, voilà.
Et pour tout ce qu'on peut voir en ce moment sur certaines théories qui vont parfois dans tous les sens, conspirationnistes, c'est l'afflux d'informations aussi. C'est le trop-plein parfois qui peut générer tout ça. Et du coup, c'est parfois c'est Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque on a besoin d'informations, on a besoin d'avoir des données pour le pour et le contre, pour se faire nos conclusions. Mais il y en a tellement que la synthèse est difficile. Voilà. Oui. Est-ce que tu penses que la question que je me pose là, est-ce que tu penses que c'est justement l'excès d'information qui par-dessous on voit a quand même vachement tendance à aller dans le même sens, amène justement l'humain à dire non mais en fait décidez pour moi parce que là il y en a trop, j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression qu'ils parlaient tous de la même manière, ces fameux experts, pour ramener un courant qui n'était surtout pas à contre-courant de ce que les autres disaient, et puis au bout d'un moment là c'est non mais j'en ai marre, vous dites à peu près la même chose, donc je vais plus prendre qu'une source et ça va être très bien. Moi j'ai vraiment j'ai vraiment cette impression là. Et que voilà, maintenant l'histoire retiendra de toute façon la mobilisation des Français, quoi que les détails s'effaceront, et voilà, donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose d'historique. Je me pose la question si c'est vraiment quelque chose d'important, un événement historique qui va changer quelque chose. Les gens parlaient tout de suite, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de 11 septembre, parmi nous. C'est-à-dire au niveau médiatique, au niveau de... Est-ce que l'impact médiatique est suffisant pour changer des choses? Alors, évidemment, le 11 septembre, ça a donné encore plus de rigueur, encore plus de méchant monde et encore plus de sécuritaire. Est-ce que éventuellement on aurait la chance, entre guillemets, que ce qui s'est passé là puisse faire quelque chose? Les jours passants, on a l'impression que ça ne va pas impacter, en fait. C'est... On peut pas savoir encore. Je pense que c'est trop tôt là. On a besoin de recul. C'est trop tôt, mais effectivement, est-ce que c'est impactant? Alors bon, si on se réfère essentiellement aux médias, si on imaginait la média avec une courbe, là oui, le pic est en haut, ça c'est évident. De ce côté-là, d'un point de vue médiatique, c'est impactant, oui. Après, quel impact ça aura? Alors. Que ce soit, alors, malgré cette tragédie, que ça puisse être positif, espérons-le. J'ai pas envie de dire espérons-le d'ailleurs, faisons-le. Ouais, c'est chiant les mots, hein. Ils font pas. Il y a trop d'émotions dans tout ça. C'est difficile de les choisir. Mais effectivement, c'est la réaction. Alors c'est quand on parle du 11 septembre, puisque effectivement, alors les médias en parlaient aussi, c'est le 11 septembre français. On entend certains politiques dont je tairai le nom qui cherchent déjà à essayer de mettre en avant, et ils le disent d'ailleurs, un Patriot Act à la française, c'est-à-dire un schéma post-11 septembre pour le coup. Donc on aurait un 11 septembre français et donc un Patriot Act. On s'en fout parce qu'ils ont déjà voté les lois, donc ils sont contents. Oui, ils ont voté les lois, mais après il faut aussi les faire accepter par l'opinion pour que ça puisse se développer. Voilà. Ils ont développé les lois, ils ont aussi développé les installations, puisque là-dessus il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est l'ultra-surveillance, l'idéologie ultra-sécuritaire, et c'est totalement paradoxal, parce qu'il faut avoir conscience que et liberté et sécurité sont sur un juste équilibre. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un état de droit, on demande que l'État puisse garantir nos libertés individuelles, on demande à l'État aussi qu'on puisse être en sécurité, sauf que trop de sécurité tue la liberté. Donc comment peut-on aujourd'hui parler de liberté d'expression après ce qui s'est passé en proclamant la sécurité à tout prix, sachant que trop de sécurité, c'est la fin de droits, des libertés, notamment sur Internet, etc. Et on peut pas proclamer la sécurité au nom de la liberté. C'est un paradoxe. Ça ne peut pas être conciliable. Une sécurité, que l'État garantisse la sécurité, oui, mais aussi la liberté. Si la sécurité menace la liberté,
eh bien malheureusement, on doit cesser les projets sécuritaires dès qu'ils empiètent sur les libertés individuelles ou groupes ou autres. Voilà. Je vais peut-être ajouter quelque chose. Non. Non, mais en fait, là, on a des trucs quand même pas très sympas qui sont en train. D'abord, il y a des choses qui sont passées et qui commencent à être mises en application. Et on a encore des belles saletés qui sont en train d'être mises en place en 2015 sur encore de la restriction de droits sur Internet, notamment. On parle aussi là on est aussi dans la liberté d'expression quand on parle de pratiques transformatives notamment, c'est-à-dire voilà, du moment qu'éventuellement ça pourrait quand on parle de YouTube qui systématiquement censure, le robot de YouTube qui censure dès qu'il a l'impression qu'il y a un ayant droit qui va être lésé quelque part, et ça de façon automatisée sans passer par un juge. Ça, c'est à savoir qu'en plus ça devient la norme puisque c'est apparu sur Twitch qui est lié à Amazon, c'est le cas sur Facebook sur beaucoup de points qui peuvent être partagés. C'est peu médiatisé mais ça existe. Le problème c'est que ça devient la norme, c'est plus une exception le fait que YouTube s'attaque aux ayants droit. Ça l'était au moment où ils ont commencé, c'est plus maintenant. Je vous présente Mof qui est alors dans l'équipe, c'est lui qui a codé toute l'architecture en fait du site et du site de l'événement, et c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement sensibilisé à tout ça. C'est lui qui nous a beaucoup ramené du matériel, voilà, des outils pour comprendre. Je crois que c'est toi qui nous a dit j'ai vu sur Coréus, les mecs, il faut que tu ailles voir ce qu'ils font. Il y avait une réponse au post sur Coréus. Donc coucou aux Coréusiens qui pourraient regarder d'ailleurs. Mais voilà, je me tiens toujours au courant. Donc pour une fois, coucou je regarde pas du tout. À Coréus aussi qui nous ont beaucoup soutenus dès les premières vidéos. Donc voilà. Sans troller pour une fois d'ailleurs. C'était une bonne surprise. Oui, ça, c'est ne pas être trollé sur Coréus, ça veut dire que vous avez carrément de l'avenir et un bon sujet et du talent pour le traiter, c'est clair. Voilà, clairement. C'est la voix des gens. Donc voilà, et donc en fait, si on essaye peut-être plus de revenir au blog, parce que vous ne faites pas que des vidéos. Loin de là, il y a des articles extrêmement fouillés sur le blog, du genre d'article dit ok, aujourd'hui je m'installe et je vais comprendre quelque chose. C'est pas un post Facebook, c'est pas un tweet, et à chaque fois on prend une véritable, on acquiert encore des outils supplémentaires. Ah mais non, j'avais pas pensé à ça. Ah mais putain, c'est vrai quoi. Et voilà, c'est ça qui est vachement bien, j'aime bien. Et les vidéos, c'est vrai qu'il y en a moins. Comment est-ce que qu'est-ce que vous avez en tête dans le futur par rapport à tout ça? Où est-ce que vous voulez emmener les gens? Alors, bon déjà pour le blog, pour le blog. Ça vient selon les inspirations du moment, je dirais. J'ai toujours une base de mes recherches et puis selon mon inspiration, je pioche dedans pour les articles. Et oui, c'est vrai que c'est. Alors, on essaye de éventuellement de projeter, surtout en vidéo, on est obligé de projeter un minimum forcément. Pas trop non plus, puisqu'on aime bien parfois spontanément, comme tu le dis, un sujet qui nous inspire. Pour les vidéos, la plupart du temps, par exemple pour le syndrome du grand méchant monde, on n'était pas du tout destiné à faire cette vidéo. C'est donc V6 qui avait commencé. On avait fait un petit article. Voilà, tu avais commencé, tu avais fait un article sur le syndrome du grand méchant monde. On avait commencé à réfléchir à la possibilité de faire une petite vidéo. On voulait faire une petite vidéo. Et finalement, cet article qui traitait de façon générale le syndrome du grand méchant monde, lorsqu'on s'est dit, finalement, d'un point de vue médiatique, ne serait-ce que sur les JT, il y a beaucoup à dire. Et là, la vidéo prend son sens et complète du coup l'article, puisqu'on essaye. On a besoin d'images pour ce thème-là. Voilà, fait pour la vidéo en fait. Oui, dès qu'on traite les JT, de toute façon, on essaie qu'il y ait un va-et-vient entre le blog et les vidéos. Et
tout à fait possible, et c'est même ce qui va arriver dans de futures vidéos, que des articles que V6 a déjà développés, ensuite ça arrive en vidéo. Donc on se projette généralement comme ça, on tâte un peu le terrain. V6 écrit des articles. Moi de mon côté, parfois je cherche un petit peu des sujets de vidéo. Du coup, ça se connecte. On voit que certaines vidéos auraient leur place pour développer des articles ou tout simplement pour les mettre en image. Alors, en termes de vidéo, comment on se projette? On a 2 formats actuellement. Un format long, Horizon, qui généralement dure une demi-heure, un peu plus parfois. Au départ, on a eu des commentaires gentils, hein, c'était pas forcément une critique, mais où c'était vos vidéos sont peut-être un peu longues, mais nous on a besoin de cette longueur aussi en vidéo, puisqu'on aime bien approfondir, même si parfois ça peut être un peu lent. Mais du coup on a développé donc un autre format un tout petit peu plus court, donc Horizon by Night, où c'est la même chose qu'Horizon, mais c'est juste on se permet des sujets parfois plus vastes, pas forcément approfondir. Donc pour l'instant il n'y a eu qu'un seul Horizon by Night, puisque les vidéos c'est très lent à faire, et c'est surtout qu'on a comment dire malheureusement des obligations professionnelles qui ne nous permettent pas d'avoir tout le temps nécessaire pour avoir un contenu régulier. Donc il y a Horizon by Night. Et il y aura, donc on est en train, la semaine prochaine, si tout se passe bien, un autre format, donc là on parle du futur proche, beaucoup plus court, qui va durer 5 minutes, où en fait il est hors de question de traiter des sujets trop rapidement, sauf que là on a peut-être, on va essayer, on va voir si ça fonctionne ou pas, hein, mais on a peut-être trouvé quelque chose qu'on peut en 5 minutes justement donner des clés, voilà. Plus des vidéos de prise de conscience, pas forcément approfondies comme les autres vidéos où éventuellement on va vraiment à fond, mais des clés alors à partir d'expériences sociologiques, puisqu'en psychologie sociale, de psychologie sociale, pardon. En psychologie sociale, il y a des expériences qui malheureusement passe un peu inaperçu dans les médias justement, sauf quelques expériences qui sont importantes, hein, comme Milgram, que je pense maintenant tout le monde à peu près voit de quoi on parle. Donc on va essayer de faire ça, des expériences en psychologie sociale qu'on présente, qu'on ne fait pas nous, hein, qui ont été faites par des spécialistes, hein. Nous on n'est pas du tout, on n'a pas les capacités de faire ça, ni la formation, hein, d'ailleurs, puisque ça reste extrêmement pointu, mais de le présenter. Je suis quand même formé à le faire. Oui, tu es formé à le faire, voilà, mais bon, on n'a pas les moyens. Voilà. Non, on n'a pas les moyens. Mais puis là, franchement, ça rend la vidéo très très longue à faire du coup. Ah oui, là, ça serait plusieurs années, je pense. Oui. Parce que, pour expliquer une expérience en psychologie sociale, peut-être expliquer à peu près comment ça peut se passer. C'est très long. Parce qu'il faut vraiment essayer d'étudier, d'anticiper vraiment. Déjà la recherche, l'étape de la recherche, et l'hypothèse. Poser les hypothèses, préparer l'expérience en elle-même, le protocole, trouver des sujets, des moyens. Enfin, ça peut capoter, il faut recommencer différemment, etc. Publier aussi pour avoir un retour en termes de recherche, forcément. Donc non, on ne fait pas ça. 3 ans pour faire une vidéo, ça serait quand même une sorte de record absolu. Mais déjà une demi-heure, c'est lourd à faire en fait, une vidéo d'une demi-heure. C'est beaucoup de travail. Alors, c'est vrai que c'est bien si vous faites des formats, vous avez des sujets qui permettent d'aborder des formats plus courts pour souffler un petit peu de temps en temps. Oui, voilà, parce qu'on veut essayer de proposer un contenu régulier. Alors là-dessus, c'est ce qu'on veut. On n'y arrive pas pour l'instant. On espère y arriver cette année pour la vidéo. En tout cas, en termes de régularité, les articles, donc V6, sont régulièrement publiés. Parfois une fois par semaine ou toutes les 2 semaines à peu près. Voilà. Il y a ça qui est vraiment régulier. Et pour les vidéos. Cette année, peut-être qu'on arrivera à faire une vidéo par mois. Peut-être. Ça sera le défi de l'année. Si je n'y arrive pas,
voilà, tant pis, on aura essayé. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vise. Voilà. Ouais, c'est bien parce que c'est vrai que les articles de fond permettent vraiment, là pour le coup, d'apprendre. Et les vidéos permettent d'interpeller. Et surtout, c'est aussi pour nous le moyen de véhiculer aussi ce que vous faites. C'est la pratique consiste à linker une vidéo pour accrocher tout de suite l'intérêt des gens. Est plus facile que de linker un article. Oui. En tant que personne qui écrit, je le sais malheureusement que trop bien. C'est vrai que c'est bien si vous faites des vidéos. Alors, si vous avez besoin d'un coup de main des Geek Fairies, mais ça a été un tel bonheur de découvrir ce que vous avez fait mais il n'y a pas de problème, quoi. Merci. On se file un coup de main. On peut vous filer aussi nos arrière-plans urbains. Bibliothèque, hein, parfait. Ah, bibliothèque, mais ça c'est un truc super, ça s'appelle faire imprimer des drapeaux et c'est génial, ça prend pas de place, c'est pas cher. Voilà, et on a profité de quelqu'un qui a eu la gentillesse de mettre une photo en Creative Commons pour pouvoir faire réaliser un arrière-plan. Moi, peut-être toi, tu avais des questions peut-être plus fouillées que les miennes. Alors, vaste question. Je réorganise un petit peu mes idées parce que je suis le nez dans les serveurs depuis tout à l'heure. En fait, Moff, il est parti sur la voie de la sociologie, puisqu'il est en fin d'études d'éducateur spécialisé. Et je pense qu'il ne va pas l'être longtemps et qu'il va embrayer très vite sur de la sociologie. Oui, parce que l'intérêt est très... Et en plus, je perds mes mots. Bref, je pense avoir trouvé vraiment qu'est-ce qui m'intéressait réellement dans cette formation-là. Et c'est clairement là où je me suis le plus senti concerné et où j'ai trouvé le plus d'outils qui me correspondaient à ce que je cherchais pour essayer de comprendre ce que j'observais sur le net. Parce que je suis attentif à beaucoup de choses sur le net depuis très longtemps maintenant. Au niveau de ce qui se passe un petit peu côté Deep Web, côté des réseaux genre Chorus par exemple, qui sont un très bon exemple de communauté ancienne d'Internet, mais qui a beaucoup de puissance et de rayonnement. Reddit. Oui, ou Reddit par exemple, actuellement, qui est vachement intéressant à observer, moins dans ce qui est posté, mais plus dans les commentaires, et même pas dans les commentaires du haut, la manière dont les commentaires sont mis de côté, qui justement montre à quel point la communauté se conformise, mais il y a quelque chose de plus intéressant qui est juste en dessous. Voilà, ça c'est ce que j'observe le plus depuis longtemps, et c'est là où dans cette formation, c'est là que j'ai trouvé les outils qui m'intéressaient le plus pour les comprendre. Donc je pense que je vais creuser beaucoup plus loin. Donc c'est vrai que le net a produit quand même un outil majeur de la démocratie qui est parti quand même, on va dire quoi, c'est 4chan en premier. En tout cas, c'est le plus représentatif. Il y a eu des mouvements avant, mais 4chan est clairement le plus représentatif et celui qui a été médiatisé le plus en tant que regardez, il y a enfin quelque chose qu'on peut montrer pour expliquer ça. Bon, au final, 4chan, c'est pas grand chose quand on creuse un petit peu. C'est plus le bruit de fond en fait qu'un point important. N'empêche que c'est sur 4chan qu'est né donc un des mots qui est aussi un des leitmotifs de notre culture à nous, qui évidemment Anonymous. Et Anonymous, c'est quand même, pour nous, c'est avant tout une équation. C'est une démonstration. C'est une démonstration que quand on laisse la parole aux gens, eh bien, il émane quelque chose de cohérent, spontanément. Et de là naît le changement profond de notre civilisation. Enfin, en tout cas, c'est là-dessus qu'on est parti, nous, au Geek Fairies. C'est cette réflexion-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une civilisation qui est en train de changer. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'information ne peut plus être un instrument de pouvoir. Alors c'est limite pour un peu, mais je pense qu'elle arrivera toujours comme l'eau à passer, et que effectivement jusqu'à présent l'étanchéité a pu être imparfaite, mais là de toute façon des vannes sont ouvertes et ça passera quand même. Et donc
On pense vraiment que le monde est en train de changer profondément et de passer d'un pouvoir, je dirais, local, qui est fondé notamment sur la rétention et la manipulation d'informations, à une information qui, de toute façon, sera filtrée par l'ensemble des internautes, même s'il y a des obstacles sur le chemin de cette fluidité. Après, c'est non seulement l'information, mais l'intensité de l'information, c'est-à-dire les informations qui sortent du lot. Les leaks. Les leaks, voilà, par exemple. Et c'est vrai que dans ce flux d'informations, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui va être sous le projecteur, qu'est-ce qui va être accessible parce que connu, forcément. Et on en revient aux médias aussi, quand je dis aux médias traditionnels, qui aujourd'hui, parfois ça se résume au niveau d'Internet par des tweeters, qui défilent et ça va pas plus loin. Je pense que sur l'information, sur les différents dispositifs possibles. On peut peut-être aller proposer autre chose, mais c'est ces informations finalement. J'ai envie de dire l'information en tant que telle est neutre. C'est surtout qu'est-ce qu'on va en faire, comment, qu'est-ce qui fait, quels vont être les critères, j'ai envie de dire, que certaines informations sont plus ou moins visibles plus que d'autres. En fait, je sais pas, prends une image. En fait, imaginons que l'information soit un océan. Imaginons que l'information soit un océan, très bien. Comment, par exemple, certains trésors, c'est cette quantité de trésors, comment la trouver dans ce tissu, dans cet océan d'informations. C'est le défi aujourd'hui. Effectivement. Trouver la bonne information. Voilà, l'information, comment la partager. À naviguer, voilà. Comment la partager, les plateformes, comment le faire? Est-ce qu'on laisse des plateformes, on va dire, complètement normées, structurées, ou est-ce qu'au contraire, des plateformes plastiques qui sont des plateformes où des groupes, des communautés, des internautes, etc. se réunissent, soit pour échanger en fonction de choses qui les intéressent ou pas. Au contraire, ça c'est bien aussi d'avoir des plateformes où on peut un petit peu à l'aveugle tomber sur des pépites inattendues. C'est sans doute ce défi-là, ces informations. Et ça, tout reste à créer encore. On a changé de civilisation, mais on a un nouveau terrain. Faut construire. Comment on le fait? Est-ce qu'on laisse d'autres construire à notre place? Est-ce qu'on est locataire ou propriétaire? Alors, mauvais terme pour Internet, mais bon, vous voyez l'image. Ou est-ce qu'on construit nous-mêmes, grande porte ouverte, en laissant passer le plus de personnes? Voilà, c'est la question. Enfin, je crois. Par quelle structure, comment, par des forums, voilà, c'est l'information est là, l'information de toute façon peut être accessible, encore faut-il savoir qu'elle est accessible, où la trouver. Voilà. Du coup, ça me fait rebondir un petit peu sur une question qui est passée sur le AskFM, par rapport à Tor et au Deep Web par extension, sur le rôle justement dans cette diffusion d'informations-là. Le Deep Web va être de plus en plus exploré à mon avis. Si c'est pas déjà le cas depuis Snowden, plus de monde, c'est sûr. Anonymous, d'autres groupes de hackers sont là-bas déjà depuis de nombreuses années. Je pense que les citoyens lambda aussi vont s'y mettre à force de sécurité. Après tout dépend. C'est toujours une question de vocabulaire. Deep Web ou Dark Web? Darknet. Darknet, pardon. Oui, voilà. Non, le Deep Web. Voilà. Mais c'est aussi justement les mots, la façon dont on pose les mots, ça dit déjà beaucoup de choses. Ouais, c'est Darknet pour les médias. C'est le vrai terme, c'est le Deep Web. Mais bon, on trouve tout. Enfin, je veux dire, il y a
C'est comme si on parlait de la Terre, on disait Dark Earth sous prétexte qu'il y a des choses, effectivement, voilà, il y a de tout. Bon. Peut-être une petite mise Déjà, à jour ça de... fait une heure qu'on parle. Ouais, il est 58, donc ça va être le moment d'aller vers la fin. Sauf si... Oui, sauf si vous voulez rester en fait, parce qu'on va passer. Pardon, l'intervenant suivant est Ben, donc et principalement la vidéothèque d'Alexandrie. Donc du coup, si vous voulez participer à cette discussion qui va très vite, je pense tourner vers la connaissance et la curiosité. La curiosité, je dirais, un petit peu insatiable de la communauté geek, parce qu'on va un petit peu ramener à notre soupe, c'est vrai. Et voilà, ce plaisir jubilatoire aussi, qui est un des moteurs, d'avoir l'information, d'aller la vérifier, de comprendre des choses, et d'aller chercher des trucs de partout et de s'intéresser à un nombre de choses absolument incalculables. Donc si vous voulez rester avec nous, ça sera avec plaisir. Ouais. Donc voilà, je te laisse faire le teco sur cette histoire. Ouais, surtout qu'il faut que je prépare la suite. Donc voilà. ça va être chargé. Et puis il y a Louis qui nous rejoint. Et puis si tu veux bien aller appeler Ben pour qu'il vienne, parce qu'il nous a rejoint ici. Ouais. Voilà. En tout cas, merci pour cette... j'ai pas participé, mais merci pour cette participation. Et, merci à vous. C'était intéressant. Voilà, et puis il faut dire on est un petit peu minable vu le peu d'heures qu'on a dormi et le nombre d'heures d'interview. Et voilà, c'est vrai qu'on vous parlait de grandes théories très construites et en fait au lieu de ça, c'est merde le mec qui a écrit le truc, on en a parlé toute l'après-midi. Bon, on est un peu dans cet état-là quoi.